Merci Madame la Présidente. Mettons-nous en situation. Un événement survient qui fait que l'exécutif décide que nous avons basculé dans un état de menace grave et actuelle. On ne sait pas quel est le genre d'événement qui amène à ce genre d'appréciation et la représentation nationale n'est pas amenée à se prononcer sur cette appréciation. Il faudra faire confiance à l'exécutif. Eh bien, ce faisant, il peut tranquillement expliquer que désormais, la durée légale du temps de travail est suspendue dans tous les domaines, par exemple de la BITD, et en plus que les normes de sécurité qui prévalent ne sont plus à respecter parce que vous comprenez, mon bon monsieur ou ma bonne dame, on va passer en 3-8, vous comprenez dans tel ou tel domaine, vous étiez protégé de l'exposition à des produits chimiques, vous étiez protégé de ceci et de cela. La patrie est en danger, vous devez vous exposer à ces risques. Mais au nom de quoi de tels dispositifs dérogatoires au droit commun pourraient être actionnés sans l'avis de la représentation nationale? Merci, on marche sur la tête. Député, à main levée, le 349, double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi j'aimerais revenir quand même sur tous ces amendements sur l'article 21 ou après l'article 21 de la gauche. Notre pays aujourd'hui est asphyxié par les normes, les directives, les interdictions. Nos entreprises sont ankylosées par des tonnes de paperasse que vous, la gauche d'ailleurs, avez construit sciemment depuis des années, notamment en termes environnementaux. Et donc en situation d'urgence, si notre pays a des semelles de plomb pour réagir, alors les autres, eux, n'attendront pas. Il y a un moment, il faut se réveiller, il faut réaliser que notre pays est ralenti par toute cette forêt normative. Et puis, on voit bien que vous voulez, depuis tout à l'heure, empêcher les choses d'avancer. Je ne sais pas ce qui vous gêne le plus dans le mot sécurité nationale. Est-ce que c'est le mot sécurité qui est un mot qui vous hérisse le poil tant vous êtes toujours de l'autre côté de ceux qui portent la lutte contre la sécurité, ou est-ce que c'est le mot national qui vous fait peur? En tout cas, pour l'instant, j'ai vu que vous étiez une force d'empêchement presque aussi lourde et aussi pesante que ces normes qui nous pourrissent la vie. Merci, monsieur. Mais il n'y a aucun problème avec cette idée-là. En revanche, on crée les conditions pour aller démarcher des jeunes gens qui se prononceraient ou donneraient des informations sur leur état d'esprit, leur situation personnelle, alors qu'ils ont à peine 16 ans et que 2 ans après, on vienne leur dire « Coucou, tu veux pas venir au service militaire volontaire ?» Eh bien, ça ne me semble pas très sain comme approche. Monsieur le rapporteur. Simplement un mot, Madame la Présidente, Monsieur le député. Pourquoi diable voulez-vous qu'il n'y ait que les Français les plus défavorisés qui soient intéressés par le service militaire volontaire? Servir son pays, c'est un honneur. Servir son pays, c'est un engagement où je connais beaucoup de jeunes qui font le choix de le faire déjà dans la réserve ou autrement par le métier des armes. Mais là, cette opportunité, si on le leur dit de le faire pour 10 mois, eh bien, écoutez, moi j'ai beaucoup de mal à supporter le mépris de classe qui consisterait à dire que ce n'est que parce que l'on est pauvre que l'on choisit de servir les armes de la France. C'est un honneur qui vaut pour tous. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais quand même insister par rapport à ce que dit Madame Darrieussecq, parce que regardez comment l'amendement est rédigé. Il s'agit là de pouvoir y procéder en cas lorsqu'on est dans une situation où les intérêts fondamentaux de la nation le justifient. Et c'est uniquement dans ce cas-là. Encore une fois, ce qui est en jeu, lorsqu'on est dans une situation où les intérêts vitaux de la nation le justifient, je pense que, on devrait y regarder d'un petit peu plus près. Et la manière dont on rejette cet amendement, je pense que ça pose une question de fond, parce qu'on ne peut pas d'un côté en permanence évoquer la question de la souveraineté et par ailleurs, ne pas aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Or, en réalité, ce que fait Madame Darrieussecq avec cet amendement, c'est aller jusqu'au bout de raisonnement. Si nous ne sommes pas en mesure d'assurer, y compris notre souveraineté énergétique, nous fragilisons notre nation. Madame la députée. Alors d'abord, je voudrais souligner que l'amendement sous-amendé ou pas sous-amendé revient à prendre prétexte
de la situation géopolitique et militaire actuelle pour expliquer que dans 14 ans, il faudra continuer l'exploitation des petits gisements d'énergie fossile qui existent en France. C'est ça, en fait, qu'on nous demande de voter. Par ailleurs, ça implique un changement de nature complet de la révision de la loi de programmation militaire qui deviendrait une loi pour défaire la loi Hulot de 2017. Donc nous appelons à rejeter cet amendement et le groupe écologiste et social ne considère pas aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, c'est Donald Trump qui ait raison. Le groupe écologiste et social appelle la France à mener tambour battant le combat pour la sortie des énergies fossiles. Et je précise qu'on sait très bien comment un exécutif malveillant, je ne dis pas que vous soyez malveillant, mais nous devons parer à toutes les éventualités. Un exécutif malveillant pourrait très bien nous dire « Dormez, braves gens, les services de renseignement nous ont informés de ceci ou de cela, il faut nous croire, il y a bien menace ». C'est quand même exactement ce qui s'est passé. L'exécutif états-unien a dit à sa population « Il y a des armes de destruction massive en Irak, il faut nous faire confiance, ce sont les services de renseignement, ces gens-là sont sérieux, nous sommes sérieux, et donc nous allons en guerre ». Bon, mutatis mutandis, c'est de ça dont il est question. L'exécutif va arriver et nous dire tranquillement, il y a une menace, vous ne pouvez pas en connaître puisque vous n'êtes pas habilité, je ne vais pas étaler sur la place publique l'ensemble des menaces dont nous sommes visés, mais on a ce problème-là, faites-nous confiance et revenez dans 2 mois. Nous ne sommes pas d'accord. Merci Madame la Présidente. On est entre Kafka et OSS 117. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de grave en cours, ça vaut état d'alerte, mais je ne vous dirai pas quoi. C'est ça que quand même vient de nous dire le rapporteur, que ça relève du secret de la défense nationale, on a tout vu, mais on ne vous dira pas pourquoi. Par ailleurs, que la ministre nous explique qu'on a amélioré en commission le texte parce que le Parlement sera informé, c'est une galéjade. Excusez-moi, mais le journal officiel paraissant, oui, d'une manière ou d'une autre, nous finissions toujours par être informés. On imaginait mal passer dans un état d'alerte ou en état d'exception sans que personne ne s'en rendît jamais compte. Il fallait bien que, de toute façon, on informa tel ou tel que désormais, il allait travailler en 3-8, même s'il ne le faisait pas jusqu'à présent, que désormais, les règles de sécurité ne valaient plus pour lui, ou que tel ou tel chantier d'archéologie préventive était supprimé. Donc, rien de tout ça n'est satisfaisant. Madame Pic. Merci Madame la Présidente. Je profite de ce débat pour tenter d'avoir une réponse à la question que j'ai posée plusieurs fois déjà la semaine dernière, tâchant de savoir, avant d'ailleurs, ce qu'il en est du statut, du propos du grand chancelier de la Légion d'honneur, le général Lecointre, qui s'est exprimé dans une interview à l'Express en expliquant qu'il ne fallait pas croire l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et qu'il fallait même être fou pour s'y fier. Vous comprenez que ça pose quand même de grandes questions. On parle effectivement d'un général en 2e section qui occupe une fonction éminente dans l'État, même si elle est essentiellement honorifique. Que signifie la possibilité pour un ancien chef d'état-major des armées, encore une fois qui a une fonction dans l'État, de s'exprimer ainsi et d'expliquer que l'une des clés de voûte quand même de la stratégie de défense de notre pays, en réalité, ne vaut rien, qu'il ne faut pas s'y fier, que qu'est-ce qu'il dit à nos partenaires et comment la ministre des Armées peut rester silencieuse sans se prononcer sur la pertinence et la légitimité de sa parole. Merci. Merci Madame la Présidente. C'est très intéressant. D'abord parce que vous nous avez dit que les entreprises en question seraient frappées par des redevances. Ça me semble extrêmement douloureux. Mais pour dire les choses plus sérieusement, ce que vous venez de nous dire, c'est que par définition, les aides aux entreprises sont inconditionnelles. Voilà ce que vous venez de nous dire. Que les autres entreprises, elles n'ont pas de compte à rendre, elles n'ont rien à reverser, il n'y a pas de... etc. Bon, on n'est pas d'accord avec cette logique. Donc on va commencer par les entreprises de la défense et puis on fera les autres. On s'occupera des autres. Elles ne toucheront pas d'argent si elles licencient, si elles n'atteignent pas des objectifs d'intérêt général, etc., etc. Parce que l'argent public, il ne sert pas juste à gaver les grandes entreprises et les actionnaires. Ça ne peut pas être ça la logique. Donc nous commençons, puisque le texte nous le permet, avec les grandes entreprises de la défense. Vous voyez que... Je donne un exemple très simple. Aux Fonderies de Bretagne, on sait aujourd'hui que la direction d'Europlasma a carrément embauché un détective privé pour fliquer, passez-moi le terme,
le directeur du site. Évidemment, ce n'est pas de nature à créer les conditions pour que la production décolle, progresse, etc. Vous voyez bien que dans un bon nombre d'entreprises, il peut y avoir des situations, toujours chez Europlasma, de harcèlement à l'égard des syndicats. Et évidemment, comment dans ces conditions vous pouvez imaginer que le personnel reste, s'installe et puisse continuer à faire progresser l'entreprise. À Caudan, dans le Morbihan, un des fleurons de l'industrie française est à l'arrêt depuis des mois, malgré les efforts considérables de ses salariés, de la CGT présente sur place et de l'ancien directeur général, M. Dupont, que je salue ici. Il y a un an, la fonderie de Bretagne a été rachetée par le désormais tristement célèbre Europlasma. Le dialogue social qui existait jusqu'alors a été piétiné. Une absence totale de visibilité, une traque à la déloyauté ont rendu le climat social totalement délétère. Cette usine moderne, efficace, avec des ouvriers compétents et formés, capables de contribuer à notre souveraineté industrielle en matière de défense, a perdu du temps, trop de temps. Et maintenant, Europlacement a annoncé vendre son pôle défense. C'est une pratique financière malhonnête qui se fait sur le dos de notre défense et des ouvriers. Voilà. Ils savent tous une chose, celui qui maîtrise l'espace maîtrise demain une partie décisive de sa puissance militaire, technologique, mais aussi économique. On le sait bien, celui qui tient le haut, tient les bas. Pendant ce temps, en Europe, notamment en France, nous avons trop souvent accumulé les lenteurs, les hésitations, les dépendances, tandis que nous nous laissons par ailleurs submerger par des contraintes bureaucratiques. Le centre spatial guyanais est pourtant un outil stratégique exceptionnel. C'est la clé de notre accès autonome à l'espace. C'est un atout majeur pour notre défense, pour notre industrie, pour notre souveraineté technologique, comme pour la conservation de notre rang international. Et pourtant, même sur des projets directement liés aux intérêts de la défense nationale, notre pays continue parfois à s'imposer à lui-même des obstacles administratifs et normatifs qui retardent et fragilisent notre capacité d'action. Le groupe Rassemblement National refuse depuis toujours que de telles infrastructures puissent être ralenties par cet excès de normes, par des procédures interminables, voire par l'idéologie que ceux qui voudraient désarmer la France au profit de considérations soi-disant écologistes. Quand il s'agit de défense nationale, de souveraineté technologique et de protection de nos intérêts stratégiques, l'État doit pouvoir agir vite, protéger ses installations sensibles et sécuriser ses capacités critiques. Nous ne cesserons de le répéter, il est urgent que la France retrouve une ambition spatiale. Cela suppose des investissements, une vision stratégique. Cette mesure constitue un pas utile dans cette direction. C'est pourquoi le groupe RN soutient cette disposition. Je vous remercie. Merci, monsieur le député sur le... Mais en quoi la sécurité, par exemple, d'une centrale nucléaire ne serait pas une activité spécifique? Or, vous n'avez pas pour objectif, je crois, j'ose l'espérer, d'en confier la sécurité à des sous-traitants, à des agents du secteur privé. Non, la sécurité, elle est assurée plutôt par la gendarmerie, par les pelotons de sécurité de la gendarmerie, etc. Vous ne faites pas ce genre de choses, de dire que le marché va répondre à un besoin parce qu'en réalité, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un trou dans la raquette. Donc, ce sont des missions assurées par l'État, régaliennes, et vis-à-vis desquelles on a un personnel spécifique de gendarmerie. Le cas échéant, vous créerez peut-être un corps de spécialistes de la LAT dans la gendarmerie, que sais-je. Mais en tout cas, vous ne direz pas que c'est le marché qui est le bon acteur pour s'assurer de la lutte anti-drone dans ce pays. On voulait rappeler quand même au niveau du groupe que la guerre en Ukraine a montré que les drones sont désormais des équipements de masse utilisés pour la surveillance, le ciblage, le sabotage et la protection d'infrastructures critiques. La Russie a d'ailleurs franchi un cap industriel majeur. Selon le commandement en chef ukrainien, Moscou a dépassé ses objectifs de production de drones longue portée en 2025 avec plus de 400 drones Guéran produits chaque jour. Les forces russes spécialisées dans les drones compteraient déjà environ 80 000 personnels avec des objectifs de 165 000 en 2026 et près de 210 000 à l'horizon 2030. Alors face à cela, effectivement, le constat c'est que l'Europe accuse un retard préoccupant. On ne compte qu'une poignée de milliers d'opérateurs militaires formés à la supervision de drones dans l'UE. Et dans ce contexte, il est logique d'adapter la protection des opérateurs d'importance vitale qui sont désormais des cibles potentielles d'action hybride. Madame. Monsieur Saint-Toul. Je ne vois pas en quoi le sujet est déjà traité. C'est la première fois qu'on aborde le sujet spécifique des OIV publics.
Donc ne me dites pas que le sujet est déjà traité. Peut-être qu'il est déjà traité pour vous, mais c'est une vue de l'esprit. Je souligne quand même qu'avec votre raisonnement, demain, on peut dire tranquillement, écoutez, on va confier à des organismes de sécurité privée le soin de la sécurité routière. Parce que, après tout, observer qu'une voiture a grillé un feu rouge, on n'a pas besoin d'être un agent de la force publique pour l'observer, pour dresser une contravention, pour éventuellement sanctionner sur le moment. Vous voyez, vous mettez le doigt dans quelque chose que vraisemblablement, j'ose espérer, vous ne souhaitez pas. Mais ne venez pas dire c'est déjà traité. Pourquoi les OIV publics devraient suivre exactement le même genre de protocole que les OIV privés? Non. Merci, monsieur le député. Et on estime qu'entre 800 et 2000 navires participent de manière plus ou moins régulière à ces opérations. Si des sanctions peuvent être prises au niveau européen, comme par exemple l'interdiction d'accès au port, de fourniture de certains services, au niveau national, c'est principalement sur la base du refus d'obtempérer et sur le défaut de pavillon que les autorités peuvent arraisonner. Afin de compliquer leur identification, les navires de la flotte russe changent souvent de pavillon. Le pays dans lequel le navire est enregistré, qui conditionne le droit applicable sur le navire en haute mer notamment. Mais monsieur Balanant, si vous savez lire, prenez la peine de lire avec moi, nous serons deux ensemble et vous verrez, ce sera très convivial. De même, leurs assurances, qui sont obligatoires, sont parfois faussées, périmées ou inexactes. Récemment, le pétrolier russe Borakai, j'espère que je le prononce bien, anciennement dénommé Pushpa, avait ainsi été soupçonné d'avoir servi de plateforme de lancement à des drones ayant survolé des aéroports danois, j'espère que je ne vais pas dépasser, ayant survolé des aéroports danois en septembre. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Jusqu'où pourra aller l'interprétation du gouvernement? Je prends un exemple très simple. L'an dernier, Emmanuel Macron a affirmé que la Russie menait des cyberattaques contre des hôpitaux français. Dans un tel contexte, qu'est-ce qui empêcherait demain l'exécutif de déclencher cet état d'alerte? Rien, précisément parce que votre définition est excessivement large et imprécise. Nous ne pouvons pas accepter la mise en place d'un tel régime dérogatoire avec un périmètre aussi flou. Et quand on regarde les pouvoirs ouverts par ce dispositif, il y a de quoi s'inquiéter. Création de périmètres de sécurité avec fouilles, palpation et restriction d'accès autour des opérateurs d'importance vitale, extension des enquêtes administratives, dérogation aux règles d'urbanisme et aux normes environnementales, et j'en passe. Tout cela